Madame, Monsieur, bonjour, content de vous retrouver pour une nouvelle édition de Canal Presse. Bonne fête de travail par anticipation. On parlera justement de la fête du 1er mai qui se célèbre mardi prochain avec une analyse sur la situation du travailleur au Cameroun. On parlera aussi de Iya Mohamed que le conseil d'administration de la Sodecoton n'a pas débarqué. Et puis, on dira un mot sur la présidentielle en France. Pour parler de ces sujets, j'ai invité Eric Ebolo, il est journaliste et homme politique. J'ai invité également Jules Junior Bignam, qui est journaliste responsable de la communication à la Fédération camerounaise de football. Nous avons également autour de la table François Bimogo, qui lui est journaliste rédacteur en chef du périodique Éclat d'Afrique. Charles Atiba Eyene est avec nous, il est communicateur politique et il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et il est membre d'un collectif constitué contre Iya Mohamed. Nous avons également invité le professeur Claude Abbé qui lui est sociopolitiste et enseignant. Avec ces invités, nous allons évoquer des questions ou bien des sujets que présente Caroline Mélon. Libre d'aller et venir, son passeport bien dans sa poche, Iya Mohamed a répondu aux attaques relayées par la presse ces derniers jours. Cette semaine, à Yaoundé, il est apparu rassuré devant les journalistes pour égrener des chiffres dont l'analyse laisse croire que la Sodecoton, entreprise dont il assure la direction depuis plus de 20 ans, se porte bien. La preuve, le conseil d'administration tenu quelques heures avant cette conférence de presse de Iya Mohamed a validé ses comptes et conclut que la Sodecoton a réalisé des bénéfices de plus de 30 milliards de francs CFA en 20 ans. En somme, la Sodecoton n'est pas, selon son directeur général, cette entreprise qui a fait perdre de l'argent à l'État du Cameroun. La déclaration de Iya Mohamed tranche avec les inquiétudes de Kaba Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, qui avait fait remarquer que la filière coton se porte très mal du fait de la dispersion de ceux qui ont la responsabilité de conduire la Sodecoton. Comment comprendre cette sortie médiatique de cette personnalité dont le profil est au centre d'une des grosses controverses depuis quelques semaines, du fait de sa double responsabilité à la Sodecoton et à la Fédération camerounaise de football? Iya Mohamed a-t-il convaincu ceux qui le voient dans les griffes de l'épervier? Le sujet est en débat sur le plateau de Canal Presse. La Sodecoton, selon M. Iya Mohamed, se porte donc bien et tant mieux pour ces 3000 travailleurs, sans doute à l'abri du mal-être. Le 1er mai prochain, les travailleurs du Cameroun auraient peut-être pu revendiquer de meilleures conditions d'existence, chacun dans son secteur, une revalorisation du SMIC, l'organisation du secteur informel, l'incitation fiscale à l'auto-emploi pour résorber le chômage. Quelle fête pour le travailleur camerounais? Que faut-il faire pour améliorer la situation du travailleur dans un pays qui connaît un sérieux problème au niveau du chômage et de la sécurité sociale? Question aux panélistes de Canal Presse. Présidentielle française, un second tour peut départager François Hollande et Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen arrive en 3e position et s'achemine vers un discours le 1er mai prochain où elle invitera ses électeurs, ceux du Front National donc, à ne voter aucun des deux candidats qui s'affrontent dimanche prochain dans le cadre du second tour. Que peut retenir l'Afrique de cette élection? Tout est-il déjà joué pour le président sortant Nicolas Sarkozy? Quelle incidence le changement de régime en France sur ses anciennes colonies africaines et donc le Cameroun? Question à vous messieurs, bon débat sur Sud FM et Canal International. Merci Madame Eric Paul Ebolo, bonjour. Bonjour David Abelkam. La presse de la semaine qui s'achève s'est fait l'écho d'un forum organisé à Yaoundé par le ministère de la Jeunesse. Un forum qui vise, dit-on, à capitaliser les efforts gouvernementaux par rapport à tous ces programmes qui sont créés pour appuyer les jeunes. On parle de PAGEB, de FIMAS également. Du coup, on se souvient que tous ces programmes existent sans pour autant qu'on observe un impact
réel au niveau de la dynamique de promotion des jeunes. Oui, c'est le cas peut-être de préciser. Vous parlez du PASER-US, qui veut dire le projet d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, et puis le FIMAS, qui est le projet d'assistance pour la création des micro-entreprises. C'est des initiatives gouvernementales, certes, qui ont été lancées depuis le 1er novembre 2007 et qui visaient précisément à résorber le chômage et confier la mission de cet emblématique problème au ministère spécifique en charge de la jeunesse. Ce ministère qui avait été créé en 2004 devait donc se doter, au-delà de sa mission d'encadrement de la jeunesse citoyenne, il fallait qu'on lui donne des moyens de pouvoir intéresser davantage des jeunes sur des questions de l'insertion socio-professionnelle par eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas trop finalement? On a comme l'impression qu'il y a 5 ou 6 structures qui ont quasiment les mêmes objectifs, les mêmes missions. Est-ce que ces structures, au finish, ne se marchent pas? Dans tous les cas de figure, l'approche transversale du gouvernement devrait permettre à chaque entité d'être efficace dans son domaine. Parce qu'avant le PASER-U ou le FIMAS, il y a eu même une promesse du président de la République en 1998, le 10 février précisément. Il avait promis de créer le Fonds national d'insertion des jeunes, le FONIJ, qui n'a pas vu le jour. Et on espère que les recettes générées au sein du PASER-U et du FIMAS pourraient donc permettre de créer cela. Mais il y a donc des structures analogues, comme le Fonds national de l'emploi, effectivement, qui a été créé depuis 1995 et qui vise précisément à octroyer des crédits pour des projets, mais qui ne renvoie pas toujours à la satisfaction de la cible jeune. Raison pour laquelle il est de mon avis que ces programmes précisément vont aller dans le sens de pouvoir amener les jeunes, les motiver à un engouement de créer des entreprises et de savoir que le ministère qui est créé spécifiquement pour s'encadrer de cela devrait donc permettre d'avoir des moyens. Junior William, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 et auditeurs de Suite FM. J'ai cru comprendre que l'émission est complètement diffusée sur l'antenne de Canal 2 et de Suite FM. Ces auditeurs et téléspectateurs que vous retrouvez. Il y a une association qui se fait appeler Diaspora pour la modernité, Diaspomo. Eh bien, cette association a commis en fin de semaine une déclaration pour dénoncer la promulgation par le chef de l'État du code de la loi sur le code électoral unique. On a comme impression qu'on en fait trop. Cette loi est si mauvaise que ça? Je ne vais pas me risquer à juger la loi. Je pense que les acteurs politiques, chacun avec sa sensibilité, avec son positionnement, ont émis un avis. On a bien vu que l'opposition était sortie de la salle au moment du vote de la loi en plénière. Maintenant, moi, je pense surtout qu'il est plus que jamais temps pour l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, de normaliser sa relation avec la diaspora. C'est-à-dire que cette belligérance quasi permanente qu'on observe avec la diaspora ne sert pas les intérêts du Cameroun, quel que soit le bout par lequel on prend la chose. Parce que dites-vous bien qu'une capitalisation de la diaspora est un enjeu économique non négligeable. Maintenant, il va de soi que ces personnes-là qui vivent à l'extérieur ne peuvent parfois voir le Cameroun qu'avec les yeux de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Environnement qui est posé comme environnement idéal même par ceux qui ont la responsabilité de gouverner le Cameroun. Donc à partir de ce moment, ils ne peuvent pas regarder de l'autre côté comme un idéal quand ça les arrange et refuser qu'on leur envoie l'image de l'idéal de là-bas quand on y vit. Parce que je pense que c'est cette belligérance-là qu'on observe et qui est contre-productive. C'est-à-dire qu'on a intérêt aujourd'hui. Qui ne sert pas les intérêts du Cameroun. Mais pas du tout, parce que je pense que l'apport de notre diaspora, du point de vue économique, bien canalisé, bien orienté, est un levier important pour l'émergence qu'on nous projette pour 2035. Donc au lieu de construire une émergence sur la base de soutien amicaux entre guillemets, étant donné que les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts, voilà une épargne sûre, conséquente, qui aujourd'hui manifestement règle d'abord des problèmes domestiques, alors que si elle était bien organisée, bien canalisée, aiderait à répondre à des questions de développement qui se posent à nous. François Bimogo, bonjour. Bonjour David, bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs et auditeurs. À la une de mutation de mardi, une image de Marafa Amidou Yaya qui refuse de rencontrer le juge d'instruction. L'ancien ministre de l'administration territoriale doute de l'impartialité de Pascal Mayarmabe. C'est dire l'état d'esprit qui est le sien. Il continue de penser que son arrestation, son interpellation obéit davantage aux raisons politiques.
Oui, sans doute que c'est son état d'esprit, comme c'est l'état d'esprit de toute personne inculpée dans le cadre de cette opération qui est présumée innocente a priori. Mais je pense que la récusation, c'est un terme évidemment juridique. La récusation du juge, c'est une arme. Il a d'ailleurs écrit procédurale pour dire que le juge impliqué dans l'affaire ne peut pas juger en son âme et conscience et suivant la loi parce qu'effectivement il y a des antécédents. Et je pense qu'il a prouvé ce qui pouvait être qualifié d'antécédent. Donc la pratique judiciaire accepte cette récusation du juge parce que la présomption, le principe de présomption d'innocence et d'impartialité peut être remis en cause par le fait qu'il y ait ce rattachement qui est bien sûr encadré par la loi. Mais dans le fond, je dois dire que au-delà de la présomption d'innocence de M. Marafa, et comme d'ailleurs pour tous les autres qui sont passés avant lui sans que ça ne crée des vagues tonitruantes comme on les voit pour les compatriotes des provinces septentrionales, je pense que le professeur Famé Ndongo avait raison quand il disait qu'ils sont des créatures, toutes ces personnes sont des créatures du président Paul Biya. Parce qu'effectivement, la Constitution, à son article 8, alinéa 1, dit que le président nomme aux emplois civils et militaires. Donc du jour au lendemain, il y a une élite décrétale, des élites, ces élites qui dans le système RDPC, le système parti-État, accompagnent accessoirement les campagnes des mouvements du parti au niveau de la base. Eh bien, ces gens-là sont des créations simplement, parce qu'il ne me souvient pas que M. Marafa n'ait jamais été élu local, mais il a occupé des très hautes responsabilités à la tête de la République. Et donc, je pense que c'est normal que celui qui a créé ces créatures en dispose comme il en veut, même si derrière on peut dire qu'il y a des visées politiciennes, ce qui est de bonne guerre. On est là dans la sphère politique et je pense que si il estime que ces créatures qu'il a fabriquées peuvent fragiliser son pouvoir qui a son crépuscule, il faut le dire, son pouvoir crépusculaire, eh bien il peut les mettre à l'écart et c'est de bonne guerre. Il ne faut pas rameuter toute la République pour autant, d'autant mieux qu'il y a des gens d'autres sphères géographiques du pays qui sont passés par là, qui sont appelés à ce moment sans que pour autant on ne remette pas en cause l'unité nationale, comme c'est le cas en ce moment. Tout dépend du sens que vous donnez au pouvoir crépusculaire. Professeur Claude Abbé, bonjour. Bonjour David, bonjour à vos téléspectateurs et également aux auditeurs de Suite FM et merci de me faire l'amitié de m'inviter. On reste dans le même registre à la une du quotidien Le Messager, une interview exclusive de Bruno Gant, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui confie entre autres à nos confrères de ce journal que le dossier de l'accusation dans l'affaire Michel Thierry à Tangana ne paraît pas assez fourni. C'est une manière peu diplomatique de dire que ce franco-camerounais a été privé de liberté pendant 15 ans pour rien. On peut faire cette lecture en disant qu'il s'agit là probablement d'une ingérence de la part de monsieur l'ambassadeur dans les affaires intérieures où la justice poursuit encore son cours. On peut le lire ainsi, mais un pays, un État se réserve aussi le droit d'assurer l'ensemble des garanties qui se trouvent dans la logique d'avoir un procès équitable pour les uns et les autres. Et donc de ce point de vue, il a dit qu'il fait confiance à la justice. Mais venant justement, là il a fait ce qu'on peut appeler la danse Bafia chez nous. C'est-à-dire, d'un pas il dit je fais confiance à la justice camerounaise, mais dans le fond, il se prononce également sur le contenu des poursuites. Et donc, de ce point de vue, venant d'une représentation diplomatique et pas des moindres quand même par rapport au rapport... Il faut dire que Michel Thierry à Tangana bénéficie de ce qu'on appelle en langage judiciaire l'assistance consulaire. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que monsieur l'ambassadeur aurait probablement pris davantage de gants pour s'exprimer sur ce dossier-là. Charles Matiba Yéné, bonjour. Bonjour à vous et surtout bonjour à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Vous êtes plutôt un habitué des plateaux de télévision et notamment de Canal Presse ou d'autres tranches que nous animons sur notre antenne. Vous venez de lancer ce que vous appelez Mouvement pour la défense de la République et le contrôle de l'alternance au Cameroun en 2018. J'avoue que c'est fort. Ça veut dire quoi tout ça? Bien sûr, ça veut dire qu'il faut rester éveillé, il faut rester attentif,
mais surtout, il faut rester lucide. Vous êtes sûr qu'il y aura alternance au Cameroun en 2018? Parce que ce septennat est stratégique à plus d'un point. Vous insinuez que c'est le dernier pour le président? Je dis qu'il est stratégique. Et je dis qu'il est très stratégique. C'est au cours de ce septennat qu'il faut réaliser l'émergence. C'est au cours de ce septennat qu'il faut voir clair sur ce que doit être l'alternance. Concrètement, ce mouvement va faire quoi? Ce mouvement va faire deux choses essentielles. Première chose, soutenir les idéaux, les valeurs de la République, promouvoir le dépassement ethnique, première chose. Deuxième chose, engager le débat sur l'alternance en 2018. Et personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas donner l'impression que c'est un sujet tabou. Parce que si on donne cette impression, le débat se fera sous table, on va évoluer comme dans un bal masqué, et puis ce sera de la conspiration et des complots, et on ne va pas bien organiser cette échéance qui est capitale pour l'avenir et même le devenir du Cameroun. Donc j'invite les Camerounais, j'invite les jeunes à savoir que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale, et également à savoir que en réalité, le président Paul Biya, au cours de ce septennat, vient d'être élu. Il doit avoir des coups de France pour travailler, et il vous dit qu'il n'aura pas envie de se représenter en Il est libre de se présenter. À ce moment-là, on ne parlera pas d'alternance. Écoutez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas embrouiller les Camerounais. Il faut être clair et méthodique. C'est-à-dire que le président est libre de se présenter en 2018 parce que on a enlevé le verrou qui limitait les mandats. Maintenant, d'autres Camerounais doivent se constituer comme alternative. Et le peuple va choisir. Ce qui est important, et c'est ça qu'il faut savoir, quand on parle de démocratie à la base, c'est une forme de démocratie où le peuple pèse sur le choix des dirigeants. Si en 2018, c'est le président Paul Biya qui est le meilleur candidat, on va l'élire, mais il faut qu'il y ait d'autres. Et que ces autres-là n'arrivent pas comme des maquisards, comme des charouillards, comme des gens en sombrero, mais comme des gens qu'on a vu venir, qui se sont dénoncés. Donc, je voudrais ici démystifier le débat sur l'alternance au Cameroun. Ce n'est pas un sujet interdit. Il faut que les Camerounais commencent à parler de ces débats, c'est important, de la diaspora et même du Cameroun. Il ne faut pas constiper la société, traumatiser la société en donnant l'impression qu'on ne peut pas parler de l'alternance, que c'est un sujet tabou. Ceux qui pensent, et je chute par là si vous permettez, que le président Paul Biya est éternel, etc. Moi je ne pense pas ça. Ceux qui pensent que le président Biya, parfois c'est l'élite que j'appelle l'élite bourgeoise, l'élite privilégiée, qui veut que la situation reste à jamais ce qu'elle a toujours été pour qu'elle continue à profiter des avantages de la République, parfois indûment. On vous a compris. Je vous propose ainsi qu'à ceux qui nous regardent à la maison de revisiter la presse de la semaine qui s'achève. Voici la revue de presse de Harley de Boandébi. Bonjour. L'image à la une de l'Opopoli est bien captivante. Preuve que le conseil d'administration de la Sodecoton était celui de tous les enjeux, annoncé à grande pompe par la presse. Donc, Iya Mohamed reste à la tête de l'entreprise après 28 ans. Le conseil d'administration, selon l'action, n'a pas remis en cause son management. Et puis, il y a cette conférence de presse du lendemain donnée à Yaoundé. Et là, le fils de Garoua Sylvestre Ferrand, son passeport n'a jamais été retiré. Iya Mohamed n'a pas donc été arrêté cette semaine, comme semblait croire l'opinion publique, qui devait retrouver son frère Marafami Yaya à Kondengui. L'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, selon mutation, refuse de rencontrer le juge d'instruction. Il paraît selon le jour qu'il doute de l'impartialité de Pascal Maya Guénabé. Il attend la suite à sa demande de récusation. En revanche, Enoni Ephraim, lui, l'a déféré à sa première convocation après sa détention à Kondengui. Une interpellation qui fait des gorges chaudes dans son sud-est natal. Ici rapporte la nouvelle expression. Les élites de la région ne sont pas passés par Dounou pour exprimer leur ras-le-bol à l'endroit de Peter Andotabi, l'actuel secrétaire général adjoint de la présidence de la République, qui, selon les Perviers, aurait demandé à ses frères d'adresser une motion de soutien à Paul Biya après l'arrestation du chief. Une arrestation qui a été suivie d'explosion des soutes à munitions au camp de Yapa Yaoundé.
Alors, explosion programmée ou simple coïncidence? En tout cas, dit le journal avocat, Paul Biya est déterminé à envoyer Marafani Biaya et Emmanuel Ephraim à la prison de Yoko. Et dans la foulée, notre confrère annonce d'autres explosions des soutes programmées et puis l'arrestation proche de Mebengo, toujours dans cette affaire d'avion présidentielle. Un dossier qui intéresse le quotidien d'économie de Thierry Ekouti. Plus de 57 milliards dans les airs pour 2 aéronefs jamais utilisés. La BB Jet et l'Albatros. Ce sont les premières estimations des préjudices subis par le trésor public. Et au regard de la procédure enclenchée, d'autres montants pourraient alourdir l'ardoise. Cette affaire-là encore des gens d'erreur, dit le journal de Thierry Ekouti. Certains d'entre eux ont leur nom fiché dans la liste de l'ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Isma Kwat, liste qu'il avait alors remis au président de la République avant de quitter le pays, c'est-à-dire au journal au soir. Comme quoi, les prochaines arrestations sont d'ores et déjà programmées. Paul Biya, selon Libération Plus, est engagé dans la logique d'assainissement des mœurs. Et la liste des ennemis riches et puissants dont l'âge tourne autour de 70 à 80 ans plonge. Les gens disent qu'ils sont une vingtaine en détention à la prison de Kondeki. Et Magnus Mbiaga a de constater qu'avec autant d'adversaires, Paul Biya n'a plus désormais qu'une seule issue, s'agripper au pouvoir, en priant qu'il ne sera pas déposé et que son successeur protégera sa famille après lui. Et puis renchérir notre confrère, après l'arrestation de Marafani Biaya, c'est le bras de fer entre l'Élysée et tout dit. Un point de vue qui intéresse l'intégration de Thierry Ndong. Ici constate le journal, le décrier, la situation de notre pays n'est pas seulement liée à la mauvaise gouvernance, il y a des facteurs extérieurs liés à notre mauvaise insertion dans l'économie internationale. Les emprisonnements ne feront absolument rien. L'éradication de la corruption demande l'élimination des causes qui l'ont générée. Corruption, sujet que reprend le financier d'Afrique avec l'arrestation d'anciens hauts responsables au Cameroun, l'arrestation du secrétaire général de la présidence de la République au Tchad et puis le mandat d'arrêt lancé contre un ministre encore en fonction de l'équatoriale ouvre encore le débat sur l'efficacité de l'assainissement des mœurs publiques dans les 6 pays de la sous-région. À cœur ouvert avec l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est au messager. Son Excellence Bulloga pense que la France-Afrique n'est pas morte, mais elle est moribonde. Et que Paul Biya est libre de nouer des relations qu'il estime opportunes avec François Hollande. Un sujet qui intéresse aussi Tribune d'Afrique, qui soutient que l'État camerounais a envoyé un émissaire auprès de M. Hollande, constatant que les jours de Nicolas Sarkozy semblent désormais compter à l'Élysée. La Maison Blanche parle à étudier. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, reçu en audience au Palais de l'Unité, a annoncé le retour imminent de l'Agence américaine pour le développement international. L'agence a été fermée il y a 18 ans. Plus de 18 ans sans contrat de travail, convention collective non appliquée, trop c'est trop. Et le personnel de santé des hôpitaux publics est monté dans la rue en grève cette semaine. Et puis, à la veille de la fête du travail, Canabois, une entreprise faisant dans le bois de fermer boutique. Si l'information se confirme ce 30 avril, et bien mardi prochain 1er mai, les actuels employés des entreprises ne seront plus que des chômeurs et ils regarderont la fête du travail à la télé. Mais déjà, bonne fête à tous les travailleurs et à dimanche. Bonne fête de Boandébé. La machine de la rumeur a fonctionné en plein régime depuis plus de 2 semaines. Beaucoup de gens annoncent Iya Mohamed en prison ou sous les griffes de l'opération Épervier. Mais le directeur général de la Société de développement du coton et non moins président de la Fédération camerounaise de football est bel et bien en poste. Eric Paul Ebolo, il a été entendu Iya Mohamed plusieurs fois à la police judiciaire. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Oui, on peut le dire. Et vous savez, depuis un certain temps, il s'est inscrit dans l'usage populaire qu'il y ait une justice avant la justice. Ça passe par la justice des médias qui cible un certain nombre de personnalités mises en cause, en supposé au réel sur des méfaits pour lesquels on aimerait bien les voir comparer devant une juridiction compétente. Aujourd'hui, quand on a annoncé le conseil d'administration à la Soda Coton et quand on sait que c'est Iya Mohamed qui en est son directeur général, il y avait déjà suffisamment de controverses dans son statut de président de la FECAFOOT.
Ce qui fait qu'un certain nombre de faits lui avaient été reprochés, et notamment les mauvais résultats de l'équipe nationale de football pour ces dernières années. Et beaucoup de gens pensaient que ce conseil d'administration, c'était pour le débarquer. Oui, malheureusement, si on avait annoncé un conseil d'administration extraordinaire qui a souvent la compétence de statuer sur la nomination des dirigeants, cette perception de la chose aurait pu davantage être évidente. Mais un conseil d'administration ordinaire procède d'abord pour sa fonctionnalité d'apprécier les comptes de l'entreprise et de vérifier le rapport qui est présenté par le directeur général. Mais comme la dernière actualité pour certaines entreprises nationales, il s'est apparu que chaque fois on parlait de conseil d'administration, on précisait que c'était extraordinaire, il y avait le débarquement des directeurs généraux. Vous citerez le port de Douala, la SIC, etc. Et c'est pour cela qu'une bonne partie de l'opinion a pensé qu'en ce moment, le cas d'Ia Mohamed était arrivé. Mais cependant, aujourd'hui, lorsqu'on a découvert à la suite de ce conseil d'administration qu'il y a tout de même un bénéfice de près de 5 milliards qui a été fait, qu'il y a 7 milliards environ qui sont thésauriser comme étant une caisse de compensation pour pouvoir faire face à certaines crises. Il est donc clair que le conseil ne pouvait pas statuer. Mais il y a quelque chose à préciser. Ia Mohamed a été nommé directeur général à Sodecoton en 1984. Il est nommé par décret présidentiel. Donc selon le principe du parallélisme de forme, il faudrait bien que ce soit le président de la République qui le débarque à cette fonction. Ce qui veut dire que le fait qu'il n'ait pas été débarqué au cours de ce conseil d'administration, rien n'est gagné, tout comme rien n'est perdu. À tout moment encore, il peut perdre ce poste. Junior Bignam, vous avez confié à nos confrères de Le Jour, et je cite, qu'on ne peut pas parler de deniers publics car il n'existe pas de deniers publics dans le compte de la Fédération camerounaise de football, s'agissant par exemple du fait que le président Ia Mohamed ait été entendu par des agents de la police judiciaire. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de deniers publics à la FECAFOOT? Ça veut dire que l'argent du trésor public camerounais ne rentre pas à la FECAFOOT. Vous savez, il y a un président de la FECAFOOT qui a été poursuivi il y a quelques années pour détournement de deniers publics. Vincent Onana, pour ne pas le nommer. Monsieur Onana, au bout, n'a jamais été condamné parce qu'on n'a pas pu établir la trace d'un denier public dans la comptabilité de la fédération. Et donc c'est une entreprise qui fonctionne. Il avait été demandé, c'est une association. Oui. Il avait donc été demandé à l'association FECAFOOT de se constituer partie civile parce que c'est elle qui aurait pu être spoliée par monsieur Onana pour que les poursuites soient engagé, poursuivi contre monsieur, on en a partagé pardonnez la tautologie, mais seulement la fédération a estimé, ceux qui en étaient les dirigeants à l'époque ont bien estimé que les affaires du football ont d'autres instances pour se discuter avant d'arriver à ce niveau extrême. Donc monsieur Onana est sorti de prison et a été élu député RDPC de l'Aléquier, preuve par 9 qu'il jouissait bien de tous ses droits. Et donc la situation n'a pas beaucoup changé. Bien au contraire, au nom d'une convention qu'on a appelée convention Minges à l'époque FECAFOOT, c'est la fédération qui reversait de l'argent au ministère des Sports. Et je pense que s'il y a aujourd'hui des lumières ou des lanternes à essayer d'éclairer, il faudrait voir ce qui a été fait de cette convention-là. Mais je dis bien que chaque franc déboursé par l'État du Cameroun est géré par des fonctionnaires en poste au ministère des Sports. Même quand les budgets sont défendus au niveau des instances administratives, vous n'y trouvez pas un responsable fédéral. Et donc, ça justifie bien que les auditions auxquelles vous faites allusion n'aient pas beaucoup avancé depuis 2005. Et donc, parce que dites-vous bien qu'on est au stade de l'enquête préliminaire dans cette affaire depuis 2005. Et donc c'est des simples enquêtes de routine. Mais à la police, on est à l'enquête préliminaire. Vous n'avez jamais entendu dire que monsieur Y a été convoqué au tribunal pour répondre de la gestion de la Fédération camerounaise de football. Et donc, on essaye, je le perçois dans l'opinion, d'établir comme une prise d'intérêt ou alors une présence de deniers publics par déduction. On dit, si c'est l'État qui finance les campagnes des Lions et si les retombées reviennent à la fédération, alors la fédération dispose de deniers publics. Convenez avec moi que c'est une gymnastique quand même assez particulière. Mais je dis que de manière factuelle, on ne peut pas établir la trace d'un denier public à la fédération parce que les responsables fédéraux n'ont jamais été en contact avec les deniers publics. Ils sont gérés par le ministère des Sports et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on entretient et on maintient les équipes nationales de football du Cameroun sous un régime de double tutelle. Parce que à la fédération, et je vous prends pour exemple une interview donnée par M. Ia Mutation en 2006, où il indiquait déjà que les équipes nationales, notamment l'équipe nationale Fagnon, n'a pas spécialement, pour tenir son train de vie, n'a pas spécialement besoin des ressources qui sortiraient du trésor public.
à écouter Junior William, Charles Ateba Yéné, monsieur Iya Mohamed n'a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Vous savez, moi, je signale que cette partie du comité, du collectif qui a déclaré la guerre à Iya Mohamed. Du bon sens et de la méthodologie, qu'on parle de IA, soit sur les histoires de la Sodécoton, soit sur la FECAFOOT. Ça va nous permettre de savoir ce que l'on dit. La première observation que je voudrais faire, puisqu'on parle des deux, c'est que on est dans une situation de paradoxe et de contradiction. Le président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité de la République, a donné un avis sur la gestion de la Sodécoton. En estimant que le Cameroun file du mauvais coton du fait de la dispersion. Maintenant, le conseil d'administration de la Sodécoton dit que Iya, c'est un très bon manager. Il a même enregistré des bénéfices relevant de beaucoup de milliards. C'est bien. Mais, une trentaine de milliards. Je souligne que 2 semaines avant qu'on enlève Dayas du port de Douala, il y a eu un conseil d'administration qui l'a présenté comme étant un très grand gestionnaire. Et il y a d'autres cas comme cela. Maintenant, sur la FECAFOOT et les fonds qui ne seraient pas les fonds publics, en tout cas, le problème de la FECAFOOT est un problème sérieux qu'il faudra poser sérieusement dans le fond et non dans la superficialité, dans la mesure où le véritable problème aujourd'hui, c'est le problème des textes à la FECAFOOT. Il faut revoir les textes de la FECAFOOT pour qu'il y ait possibilité d'alternance. Parce que les textes en l'état ne favorisent que, en tout cas, le président actuel. Donc, je pense que ce qui est important à dire, et ce que nous devons dire, c'est cela. Il ne faut pas donner l'impression que ça marche bien alors que ça marche mal. Le Cameroun est dernier, en tout cas parmi les derniers, dans presque tous les classements, au niveau du monde, au niveau de l'Afrique, en matière de football. Notre équipe nationale est l'une des plus désorganisées. Je vous donnerai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Charles. Oui, François Dumogo, à la suite de ce conseil d'administration à Yaoundé, Iya Mohamed a donné une conférence de presse. Ça n'arrive, c'est pas régulier pour ce monsieur de faire des sorties médiatiques. Est-ce que c'est la réaction d'un homme qui est sous pression, de votre point de vue? Je ne pense pas que ce soit la réaction d'un homme qui est sous pression. C'est un homme déjà qui est peu volubile, qui s'ouvre très rarement à la presse. Et je ne pense pas que ce soit ce raid médiatique, cette pression prétendument judiciaire sur le retrait de son passeport qui lui est poussé. Mais je pense qu'il voulait également répondre de manière indirecte au pic qui avait été lancé par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session parlementaire et qui effectivement disait qu'il était un cumulard et donc il ne pouvait pas gérer aisément et au mieux à la fois la Sodécoton et la FECAFOOT. Mais je dois dire que sur les sujets de ces auditions, de ces démêlés supposés avec la justice, éventuellement, ce n'est pas d'hier qu'elle date. Je me rappelle en 2005 ou 2006, je suivais cette chronique-là et les informations que j'avais de bonnes sources. Il s'en est toujours tiré à bon compte. Oui, il me disait qu'il est en ce moment en train d'être interrogé ou on va l'interroger demain et c'est clair qu'après il va à Koudengi. Donc l'information c'était qu'il va être interrogé et l'information était vraie. Il est passé plusieurs fois à la police judiciaire pour cela, mais ce n'était pas forcément pour la gestion de la FECAFOOT. Et je veux dire, donc globalement, il y a toute une bulle qui est créée autour de cette personnalité-là qui fait en sorte qu'à la fois il y a le volet football et il y a le volet gestion de la FECAFOOT qui fait en sorte qu'on se perde. Et la distinction de Charles est judicieuse. Je pense qu'on ne peut pas traiter les deux affaires en même temps. La réponse, beaucoup de journalistes se sont plantés en pensant que la conférence de presse était par rapport à la gestion de la FECAFOOT alors que c'était sur le bilan de la Sodécoton et que le retrait supposé
du passeport, c'était lié aussi à la FECAFOOT. Donc je pense qu'il faut dissocier les deux. Mais au-delà, je dois dire qu'il y a un principe en hiérarchologie, le principe de Peter. C'est-à-dire que lorsqu'on gravit trop vite les échelons, ou alors qu'on passe trop de temps au sommet, on devient terriblement incompétent. Et pour avoir passé plus de 20 ans à la tête de la Sodecoton, je veux dire que on n'est pas loin de ce principe de Peter où, à la fin, on tombe dans l'incompétence sans le vouloir, sans qu'on soit en soi incompétent. Et donc, c'est un principe qui peut s'appliquer à beaucoup d'entreprises parapubliques. 15, 10, 20, 30 ans à la tête d'une entreprise, c'est un peu trop. Et ce temps-là doit être revolu. Alors, Charles a dit, je reviens à vous. Sur le caractère conjoncturel de la conférence de presse, je voudrais préciser qu'elle n'était en rien conjoncturelle parce que fin février, alors que nous étions en Guinée-Bissau, le président IA a reçu à travers moi une demande d'interview adressée par le quotidien de l'économie. Et à l'occasion, il a répondu au directeur de publication du quotidien de l'économie qu'il donnera fin mars, au lendemain d'un conseil d'administration ordinaire de la Sodecoton, une conférence de presse autour de laquelle toutes ces préoccupations-là seront évoquées. Donc pour ne pas faire d'entretien particulier, il souhaite pouvoir répondre à toute la presse en même temps. On était fin février. Donc ce n'est pas conjoncturel. C'est bien compris. Professeur Claude Abbé, Charles Atiba dit que les quitus, pour ce qui concerne les modes opératoires des conseils d'administration au Cameroun, ne valent pas grand-chose. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres types de rebondissements en défaveur de IA Mohamed, comme il a semblé l'indiquer tout à l'heure? Écoutez, en réalité, ce que dit Charles Atiba, il n'est pas fou. C'est-à-dire, au regard des faits, il est clair que les conseils d'administration, on sait bien comment ça se prépare également aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un ensemble de pots de vin qu'on glisse par-dessous les tables, et puis les administrateurs, ils s'asseyent, ils boivent du bon champagne, et puis au fond, les chiffres viennent, et puis ça se balade dans tous les sens. Je caricature peut-être un peu, mais en réalité, nos conseils d'administration, on sait comment ça se déroule, et qu'on s'est rendu compte, quand vous regardez ce qui se déroule, par exemple, au port autonome de Douala, permettez-moi cette glissade-là. La gestion, j'avais dit calamiteuse, au niveau du port autonome de Douala, on est assez étonné que le conseil d'administration qui a précédé le débarquement de M. Dayas ait donné un quitus à M. Dayas. Et donc, de ce point de vue-là, on ne se prend pas très au sérieux le conseil d'administration qui est arrivé au niveau de la Sodecoton. Par contre, je me méfie très souvent des chiffres. Lorsqu'on avance sur la durée de M. IA au niveau de la Sodecoton, on avance que l'État camerounais a gagné près de 30 milliards sur toute la durée. C'est sans prendre en compte l'idée qu'entre 2003 et 2005, la Sodecoton a connu de sérieux problèmes avec des pertes d'argent sérieuses pour l'État camerounais. Sans mettre en compte aujourd'hui également au niveau de la coton culture au Cameroun. Le Cameroun ne reçoit pas toute la vente de coton qui vient de là, et que le Nigeria se tape une bonne part de notre production. Et ça, véritablement, mais plutôt que de rester au niveau des débats d'individus, je voudrais rester sur un point de vue qui est d'ordre structurel. Monsieur Ia en lui-même ne m'intéresse pas. Mais c'est ce qui laisse Monsieur Ia, pendant plus de 20 ans, diriger une organisation, quand même, ça pose un problème réel. C'est-à-dire, tout à l'heure, M. Bimogo le disait que quand on s'installe dans une routine, le management se routinise et il n'y a plus d'inventivité, il n'y a plus une possibilité d'aller vers de nouveaux défis, vers de nouveaux enjeux. Ça fait le délitement du fonctionnement de nombre de structures au niveau du Cameroun. À ce moment-là, on touche à notre niveau de responsabilité. Moi, je touche effectivement à un autre niveau de responsabilité. Juger monsieur IA, on va peut-être regarder sa manière de fonctionner à l'intérieur, on va gérer les problèmes de deniers publics, mais en réalité, il faut juger monsieur IA et ceux qui l'ont nommé, en réalité. Parce qu'en fait, c'est eux qui organisent qu'on se retrouve face à des situations d'élitement telles que celle-là. Permettez-moi d'achever, puisque sur le même individu, il y a deux sujets. Je voulais écumer ce premier pour entrer dans le second. Pour moi, la nébuleuse de la FECAFOOT, si vous voulez,
La seule et unique possibilité de résoudre le problème FECAFOOT aujourd'hui, c'est pas de résoudre le problème IA, c'est de dissoudre cette affaire. En réalité, ça pose des problèmes sérieux à l'ensemble des Camerounais. Il faut que tout à et éventuellement recommencer. Si on peut sauver une partie importante qui a fait la fierté du sport camerounais. C'est une proposition qui est assez extrémiste, comme dirait l'autre. L'homme, de toute façon, est au centre de la controverse. Il y a des camps qui se sont constitués en pro ou en pour. Ia Mohamed, nous sommes allés à la rencontre de ces regroupements et nous avons rencontré quelques leaders. Emmanuel Mvé jure ou bien parie sur sa perte et Ange Sama appelle à la réconciliation. Les deux font la réaction croisée de cette semaine. La vérité, c'est que le football est géré par des gens incompétents. Nous pensons également que s'il y avait des gens compétents à la tête de la fédération, le résultat serait autre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Même dans un couple, il y a des hauts et des bas, il suffit de s'asseoir. On ne fait pas de changements seulement pour changer les hommes, mais on fait des changements pour apporter quelque chose de constructif. À partir du moment où vous avez monté les limites, vous avez échoué, c'est tout à fait normal et c'est démocratique que vous passiez la main. Et comme le système a été vicié, les textes organiques ont été tripatouillés pour que ceux qui sont là restent et demeurent à la fédération, nous envisageons d'autres formes d'action que nous nous réservons de vous dévoiler ici. La vie est cyclique. Donc à un moment donné, il y a un moment de croissance, de stabilité et de déclin. Et le football camerounais actuellement a fait des résultats qu'il ne faudrait pas occulter par mauvaise foi ou je sais trop quoi. Il ne faudrait pas les occulter, mais il faudrait qu'on se prépare surtout à l'avenir. Nous sommes en phase, nous, je dis l'ensemble des Camerounais. Donc, et le CREF a compris que le football camerounais est en pleine restructuration pour pouvoir redécoller de nouveau. Et nous sommes tous Camerounais. Nous savons ce qui se passe là-bas. Et il ne faut pas décrire outre mesure que ce que nous avons fait pour se rendre compte que ces dysfonctionnements découlent même de l'incompétence de ceux qui gèrent le football camerounais aujourd'hui. Le collectif n'est pas assez proche de la fédération. Le collectif est aussi bien proche de tous ceux qui pensent que la fédération a beaucoup de lacunes et qu'ils ont des propositions à faire pour pouvoir être cette plateforme, cette interface qui va porter les doléances des uns et des autres au niveau du comité exécutif. L'État lui délègue des pouvoirs pour agir en son nom dans un domaine précis qui est le football. Et l'État a également le pouvoir régalien de pouvoir lui retirer s'il le juge opportun cette mission. Le président, le bureau exécutif a pris des décisions, se débarrasser de certains membres qui sont reconnus de certaines malversations. Donc pour ça, il faut avoir du courage pour le faire et on se fait forcément des ennemis à partir de cet instant-là. Il faut que les gens apprennent à vivre ensemble et, comme je l'ai dit, les guerres naissent dans l'esprit des hommes. Alors c'est la guerre des comités et autres collectifs. Junior Binyam, Emmanuel Mvé pense que la Fédé est gérée par des gens incompétents. Vous n'êtes pas d'accord, je présume? Non, c'est une manière de voir. Et je pense qu'on a parlé du directeur général de la Sodecoton tout à l'heure et les administrateurs de la Sodecoton lui tiraient un coup de chapeau pour ses qualités de manager. C'est le même qui est président de la fédération et je vais mettre bout à bout des faits parce que on est dans un cycle où parfois on peut avoir des réactions exaspérées, je suppose, de supporters comme celle que vient d'avoir le professeur Claude Abbé. Mais une action de supporters, mais il faut qu'il y a un problème de fierté nationale. Il faut donc pouvoir restituer les faits d'abord pour que, à l'analyse de ces faits-là, les uns et les autres puissent se prononcer. Est-ce que la fédération est mal gérée? On peut avoir des raisons de le penser. Mais moi, je vais faire tout simplement ce que font les historiens, c'est-à-dire un peu de diachronie et de la synchronie après. C'est-à-dire que la fédération, elle était où il y a 12 ans à peu près. C'est-à-dire qu'en 2000, la fédération camerounaise de football n'avait même pas une existence physique en termes de siège. Aujourd'hui, elle est dotée d'un siège. Les équipes nationales du Cameroun faisaient leur marché
dans les magasins parisiens pour trouver des équipements. Aujourd'hui, on a un équipementier. Les clubs camerounais ne savaient pas ce que c'est que recevoir une subvention ou être sponsorisé. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et 10 années seulement se sont écoulées. Aujourd'hui, la fédération envisage de construire un nouveau siège. La fédération a des immobilisations. Quand M. Iya en devient le président, le personnel a 42 mois d'arriéré de salaire. Aujourd'hui, je suis un employé qui n'a pas d'arriéré de salaire. Je dis ça, il faut que tout ça soit pris en compte. Vous égrenez un bilan. Je n'égrène pas de bilan. Vous m'avez demandé de réagir au fait que d'aucuns disent que la fédération est mal gérée. Je vous permets seulement de mesurer avec ceux qui nous regardent et nous écoutent la distance qui a été parcourue en 10 ans par des gens qui ne gèrent pas bien. Et après, chacun se fera son idée. Et Eric Paul, André Samba semble indiquer que la longévité de Iya Mohamed à la tête de la fédération n'est pas un problème. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, je suis d'accord. Que ce n'est pas elle, cette longévité qui... Non, c'est pas ça. Il faut même voir autrement. Dans une approche transhistorique, comme disait Junior tout à l'heure, regardez même les sanctions présidentielles. Chaque fois que nous n'avions pas de résultats positifs dans le football, c'est les ministres en charge du sport qui perdaient leur place au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une injonction forte dans le sens d'organiser la FECAFOOT de manière très structurelle pour pouvoir revoir les textes et savoir que cette refonte ne serait pas favorable à certains individus? Si la FECAFOOT, qui est bien et bien une association, mais est tout de même la propriété du Cameroun, de l'État du Cameroun. Donc il va de soi que s'il y a donc un dépolissement de l'image du football et que tous les Camerounais ont exprimé cette sensibilité-là, le fait des dirigeants qui connaissent une longévité à sa tête ne serait pas un problème parce que sur le plan fondamental, les structures ne permettent pas à ce que, en termes d'alternance, qu'il y ait une facilité pour un individu lambda de pouvoir briguer le poste de président de la FECAFOOT. Mais est-ce que c'est le président qui devrait apporter davantage les performances sur les résultats sportifs qui pourraient peut-être adhérer à la mobilisation générale des Camerounais? Charles Adibayene, comment est-ce que vous expliquez ce que vous-même vous appelez l'impopularité de Iya Mohamed? Non, il y a un titre de la chanson de Anne-Marie Zier qui dit « Mais Zaba Jojo, les qui disent ». Est-ce qu'on veut dire on dit que la fédération est mal gérée? Donc, vous ne voyez pas qu'elle est mal gérée. Ça devient l'affaire des autres. C'est une question philosophique. Quand vous regardez le schéma actentiel, là c'est le sébioticien qui va parler, vous allez voir que Ange Samana n'a aucun passé avec le football. Vous allez voir que Ange Samana n'a pas l'âge d'élever. Donc ils ne peuvent pas parler des mêmes choses. C'est-à-dire que si c'était à la boxe, le combat ne devait pas avoir lieu parce que ce n'est pas les mêmes catégories. Maintenant, je voudrais dire également que en la réalité, voici comment des gens sérieux raisonnent. Sous Iya, on a fait de très beaux résultats. De temps à temps. Sous Iya, on fait de très mauvais résultats. De temps à temps. Et on tire les conséquences. C'est-à-dire que quand on parle, on ne fait pas de réconciliation sur le tard. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que les choses soient clarifiées. Il faut que les textes soient revus. Il faut que, avant de parler, ça c'est la fuite en avant. Vous savez, pourquoi Paul Drucker écrit un livre très intéressant. Je vous ai dit que je faisais partie de l'industrie de la pensée. Pourquoi les crises perdurent-elles? C'est le titre du livre. Et Paul Drucker dit que, entre autres choses, les crises perdurent parce qu'on apporte souvent des semblants de solutions aux vrais problèmes. Donc je pense qu'avant de parler de réconciliation, il faut se demander pourquoi, comment, etc. etc. Comment vous justifiez quand la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, c'est l'un des cas uniques au monde, il n'y a que des gens qui n'aient pas de passé avec le sport. Dans la commission Yamina, mais prenez la FECAFOOT, vous prenez le grand frère Van, c'est un pharmacien de formation. Apprenez son Beyenga, c'est un fiscaliste. Pourquoi à la fédération camerounaise, on ne trouve pas des anciens sportifs? On ne trouve pas des journalistes sportifs connus et reconnus, etc. Donc, et que dit Macaire?
Mackenzie, c'est l'un des premiers pédagogues, et je cite par là, il dit, celui qui fait ce qu'il n'a pas appris à faire est un charlatan. C'est pour ça que nous parlons de charlatanisme et de braqueurs à l'Africa Foot. C'est le titre de mon dernier livre, le mouvement sportif camerounais. Et le cas de l'Africa Foot n'est pas unique. Dans les autres fédérations, même à la fédération des handicapés, vous n'avez pas un handicapé qui est là. Vous avez quelqu'un qui est bien normal. Est-ce qu'ils font les mêmes choses? Est-ce qu'ils comprennent les mêmes choses? C'est-à-dire que c'est cet amalgame qu'on a créé, et c'est ça la République des réseaux, qui est la République du copinage et la République des mauvais consensus. François Bibogo, lui, n'est pas charlatan. Emmanuel veut dire que l'État lui délègue une parcelle de son pouvoir dans un secteur donné qui est le football, parlant de la fédération, et que l'État peut lui retirer à la FECA Foot à un moment donné ce pouvoir. C'est possible, François? Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui de mettre un terme au fonctionnement de la FECA Foot, ainsi que le suggérait le professeur Claude Abbé? Oui, on peut dissoudre bien évidemment du point de vue légal, parce que c'est l'État qui a les périodes. Mais justement, mais la FIFA réagira très vite pour immixtion dans un domaine qui est associatif, et la sanction de la FIFA, c'est en quelque sorte du soft power. C'est pas du hard power, mais c'est du soft power, parce que ça va équivaloir à ce que le Cameroun ne jouera plus à l'international. Déjà qu'on n'a pas un championnat qui draine des foules, on le voit à la télé, parce que moi ça fait longtemps que je suis pas allé dans un stade de football de très mauvaise qualité d'ailleurs, et cet exemple du stade de football me permet de dire que comité contre comité, comité anti ou pro, c'est de la diversion. Je pense que c'est une énorme diversion. Les problèmes du Cameroun sont systémiques. Est-ce parce que la FECA Foot sera mieux gérée, que le Cameroun sera champion du monde, que les Camerounais pourront se soigner, pourront avoir des emplois, pourront avoir des bonnes routes, pourront avoir un système éducatif performant, pourront avoir des médias publics qui servent véritablement le service du public et non pas le service d'un parti État essentiellement? Ça, c'est des questions fondamentales. Donc le reste, c'est diversion. Parce que une fois qu'on aura résolu le problème FECA Foot, j'aurais bien voulu qu'il y ait des comités pour se mobiliser, pour dire 1000 comités pour dire aux jeunes Camerounais qui nous écoutent d'aller s'inscrire dans la liste électorale, qu'il y ait 1000 comités pour demander que les résultats des élections au Cameroun soient donnés les heures qui suivent ou le jour qui suit, qu'on n'ait pas besoin d'attendre 3 semaines, qu'il y ait eu 1000 comités pour soutenir qu'on a besoin d'une élection à 2 tours, etc. Les problèmes structurels comme ceux-là, qui sont fondamentaux, sont délaissés, et on voit bien que ces comités, ils ont un agenda que le grand public ne connaît pas. On va sortir avec le professeur Claude Abbé. À propos justement de comités, il y en a qui pensent que ces comités collectifs, en réalité, charrient de grosses affaires de manipulation et de corruption. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair qu'en fait, rien n'est neutre parmi ces acteurs. Tout le monde a son intérêt là-dedans. C'est pour ça que moi j'estime, contrairement à l'idée qui a toujours été mise au devant de la scène, selon laquelle si on dissolvait la FECA Foot, on se met nécessairement en porte-à-faux avec la FIFA. Tout dépend de la manœuvre qui est entreprise. Parce que en tant que la FECA Foot est une association de droit camerounais, ça devient un bien public national. L'État se donne des droits de faire des inspections et de se rendre compte que ça ne sert plus l'intérêt commun et que ça ne sert plus le bien public. Et tout dépend de la manœuvre maintenant qui est engagée avec la FIFA. Il peut arriver une dissolution de la FECA Foot sans que le Cameroun n'en pâtisse au niveau de ses compétitions internationales. C'est habituellement l'argument qui a souvent été mis au devant de la scène pour prendre un peu les individus comme dans une sorte de piège, comme dans une sorte de nasse, et faire une sorte de chantage à tout un État. Et en mon sens, même si à un moment donné, au cas où la manœuvre même n'allait pas jusqu'au bout, où le Cameroun pourrait échapper à cela, au fond, tel qu'on voit, comme on échappe ou non en réalité à la colère de la FIFA, en réalité le résultat est presque le même. Le résultat étant le même, à mon sens, il est peut-être bon de dissoudre et de regarder de fond en comble les contours, de bâtir sur quelque chose de solide.
David, si tu permets, très rapidement. Je voulais juste préciser ce que François dit tout à l'heure. Les représailles de la FIFA par rapport à la FECAFOOT, c'était à l'État du Cameroun, si étant qu'on venait à dissoudre cette association. Je dis non, parce que vous savez que la FECAFOOT est la propriété de l'État du Cameroun. Et c'est juste une question de procédure. Ça veut dire que si l'État du Cameroun décide de ne plus être membre d'une association, la FIFA c'est une association, nous avons adhéré. Et si l'État donc décide de se retirer, on demande à la FECAFOOT de aller présenter une correspondance à la FIFA pour dire qu'on se retire et en interne on dissout l'association tout simplement. Et par rapport à ce qu'a dit Ateba Yeni, il faut faire très attention. On n'a pas besoin. Ce que dit François, c'est-à-dire qu'on s'exclut donc aussi de fait du GOTA mondial et on sait savoir. C'est une option en amont. Si vous il faut savoir que ce n'est pas une épée de Damoclès qu'on doit craindre. C'est qu'on devait sortir de cette participation-là. Mais il faudrait plutôt respecter les procédures. Parce que quand on adhère à une association, il y a des textes qui régissent l'adhésion à cette association. C'est comme je dirais sur le plan politique, un individu devait avoir des craintes pour venir à démissionner d'un parti politique. C'est pas ça le problème. On vous a parfaitement compris. Encore un dernier mot, juste en quelques secondes de Junior Vignam. Le président de la FECAFOOT et directeur général de la Sodecoton a dit à l'occasion de la conférence de presse organisée à Yaoundé qu'il était toujours en possession de son passeport. Il a toujours, lui, son passeport. Vous êtes un de ses proches collaborateurs. Il voyage ce soir et je pense qu'il voyagera avec un passeport. C'est bien dit. Et il va prendre une transition. Je vous en prie. Oui, allez-y. Je voudrais demander à ces gens qui font des comités sur comités. Il y a des urgences au Cameroun. Le problème de la sécurité alimentaire, le problème de la vie chère, le problème des futures élections qui arrivent, notamment les inscriptions sur les listes électorales. Et le code a été voté malheureusement. On n'en revient pas. Mais il y a l'enjeu de s'inscrire sur les listes électorales et il faut se mobiliser pour cela. Ce n'est pas à deux mois qu'on va se rappeler qu'on a perdu trop de temps et qu'on va renvoyer encore l'élection parce que la mobilisation n'a pas été suffisante. On prend la transition. À tout de suite. La fête du travail, c'est mardi prochain. À travers la planète, il s'agit d'une journée qui permet en principe aux travailleurs de réfléchir sur leurs conditions. Sur le site Kamabi, un confrère a placé des vidéos qui visent à démontrer qu'au Cameroun, les travailleurs à l'occasion ne pensent qu'à la fête. Vous avez cette impression, Charles Ateba Yeni, qu'au Cameroun, les travailleurs, plutôt que de réfléchir sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail? Vous savez, ça dépend du type de gouvernance qu'un pays a adopté. Vous savez que l'esclavagisme est une forme de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a des États où on rend les gens dépendants en leur faisant travailler beaucoup, comme l'exploitation, et également en s'arrangeant à ceux qui n'aient pas beaucoup de moyens, qu'ils ne vivent pas mieux. Parce qu'il est démontré souvent dans certaines démocraties, et c'est comme ça que les dictatures fonctionnaient, eh bien, plus les gens vivent mieux, plus ils sont indépendants, plus ils posent des problèmes, plus ils embêtent les gouvernants. Donc la spirale du traitement du travailleur dépend du type de démocratie dans laquelle on se trouve. Ce que je veux relever, et j'attire l'attention du ministre du Travail là-dessus, j'ai été très choqué un jour, à l'époque du ministre Robert Nkili, de voir que le médecin qui s'occupe des problèmes des travailleurs au ministère du Travail, qui est directeur là-bas, est dentiste. On l'a recevé à une émission, on lui dit, mais madame, vous êtes dentiste, comment vous faites pour vous occuper de ceux qui se... Elle a commencé à taper la bouche. Je voudrais dire qu'il y a une médecine du travail. Il y a des médecins formés pour le travail. Mais quand vous prenez une dentiste qui est donc directeur du travail, est-ce que dans notre contexte, les travailleurs peuvent être bien soignés en cas de problème? Je tenais
à poser ce problème qui est symboliquement dangereux pour notre société et qui montre que les travailleurs camerounais ne sont pas en sécurité. Si la directrice qui s'occupe des problèmes, des maladies des travailleurs, vous les connaissez, est une dentiste. Junior William, selon l'Institut national de la statistique, dans une enquête réalisée en 2009, le Cameroun compterait un peu moins d'1 million de salariés. C'est énorme. Ça signifie que la fête du travail de ce point de vue est une affaire de minorité. Bon, vous pensez que si on a une population à 20 millions et que vous en avez 1 million qui sont salariés, c'est énorme. Je pense que pour ceux qui sont de ma génération, je voulais dire que c'est grave. Je voulais dire que c'est très d'accord. Je pensais que vous vous satisfassiez du fait qu'on n'ait qu'1 million de salariés, ce qui aurait été un paradoxe quand même. Donc je pense qu'il y a un problème d'emploi. En début d'émission, Paul-Éric élaborait sur les projets à foison sur l'emploi des jeunes, dont on ne mesure pas toujours jusqu'aujourd'hui l'impact dans la résorption du taux de chômage jeune au Cameroun. Donc on ne peut pas se satisfaire des chiffres comme cela. Et même les méthodes mises en place ne répondent pas forcément sur le long terme à la question. Parce que si on prend 25 000, ok, 25 000 jeunes qui rentrent dans la fonction publique pour un salaire qui ne permet pas toujours de tenir les exigences de la vie. Parce qu'il faut bien qu'on intègre que la composante salaire doit s'arrimer à la composante niveau de vie inflation. Aujourd'hui, combien on paye pour un kilo de riz, combien on paye pour un logement dans Yaoundé? Si vous avez un fonctionnaire cadre de son état sorti d'une école qui gagne 160 000 francs à peu près, est-ce que vous pensez que ce jeune-là qui commence sa carrière a les moyens de vivre décemment comme travailleur? Mais non. Après, ça ouvre donc la porte aux avatars et aux choses qui gangrènent notre système, parce que après on rentre dans la débrouillardise et dans le jonglage qui est devenu l'expression la plus appropriée dans notre environnement. Nous jonglons tous et le jonglage donc fait que on a des dérives, la corruption qui ne se résorbe pas, on a forcément, même au niveau moral, toutes sortes de dépravations qui sont le corollaire en réalité de ce mal-être, de ce mal-vivre du travailleur. Parce que, en général, la pression sociale que vous avez sur un salaire au Cameroun, vous ne l'imaginez pas, parce que vous voyez le salarié à 150, 200 000 francs, mais imaginez le nombre de personnes qui sont greffées sur ce salaire-là. François Bimogo, la même statistique dit que entre 2009 et 2010, le Cameroun comptait près de 10 millions de chômeurs. C'est fort, c'est sûr que c'est une statistique qui prend en compte le sous-emploi. Oui, c'est normal. C'est fort et c'est normal. Le contraire m'aurait étonné. On est dans un système. C'est pourquoi je préfère parler de système, parce que les problèmes camerounais sont systémiques. C'est-à-dire que quand vous touchez à un secteur, en réalité ce secteur, par jeu de carambolage, est connecté indirectement à notre effet d'entraînement est connecté à notre secteur. On est dans une société qui ne produit pas. Qu'est-ce que nous produisons? On produit soit des biens, soit des services. Nous ne produisons pas, nous importons tout. Donc il n'y a pas assez d'assiettes pour le travail même d'ailleurs, pour salarier toutes ces personnes-là, au-delà du prix, au-delà du public. Donc on ne peut qu'être dans un système où les gens végètent, vivotent, avec, ils sont sous-payés avec des petits salaires, et ça revient à votre première interrogation, où le 1er mai devient une fête de réjouissance tout simplement, et non pas de questionnement, parce que certains travailleurs ont l'impression que c'est le seul jour où ils peuvent s'éclater avec d'autres jours fériés ou quelques fêtes du calendrier, et leur quotidien c'est plutôt la misère. Ils tirent le diable par la François, sans interrompre, même ce qu'on nous présente aujourd'hui comme projet structurant sont des choses foncièrement extraverties, c'est-à-dire qu'on vous parle d'exploitation minière et on vous parle des terminaux d'évacuation, c'est-à-dire qu'on va construire un port pour évacuer la richesse qu'on aura prise de la terre, on la transforme pas localement, parce que les gisements de travail, c'est en produisant et en transformant localement. Or, tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est justement pour évacuer au plus vite la richesse qu'on prend de notre sous-sol et on veut l'envoyer très rapidement vers l'extérieur, au lieu de mettre en place les modes qui nous permettent de transformer localement et donc d'avoir
le maximum de plus-value sur place. Tout à fait. Et je vais terminer s'il te plaît, David. Je vais terminer par là. En référence au discours du chef de l'État, il me semble que son discours de campagne qui a été le plus consacré au problème, aux aspects économiques lors de la dernière campagne présidentielle. À défaut de ça, ça doit être le discours à la jeunesse de cette année. Il a parlé de 10 000 emplois à créer chez les jeunes. Il y avait d'autres emplois et une panoplie d'autres mécanismes qui avaient été mis en place pour les juniors entreprises. Mais il a ciblé ces 10 000 emplois, et ces 10 000 emplois faisaient référence à quoi? Aux salons de coiffure, aux poissonneries. Les salons de coiffure, qu'est-ce qu'on utilise comme produit cosmétique? Ça vient d'où? De l'extérieur. Les poissonneries, le poisson qu'on y vend, vient d'où? C'est une économie extravertie qui reproduit le schéma actuel et qui est vouée à ne pas pouvoir tirer la croissance du Cameroun. Ce n'est pas avec ce type d'emploi que le Cameroun va atteindre un taux de croissance de 14% comme celui du Ghana en ce moment, pour prendre un pays qui est en Afrique et qui est d'Afrique subsaharienne. Professeur Claude Abbé, M. Bimoko parlait tantôt de la création d'emplois qui fait régulièrement l'objet d'annonces gouvernementales. Est-ce que plutôt que de penser à la création des emplois, notamment dans le secteur de la fonction publique, est-ce qu'il ne faut pas travailler au niveau de l'amélioration de l'environnement des affaires? Mais bien sûr, il faut travailler. Aujourd'hui, c'est clair que l'environnement des affaires et même des investissements n'est pas véritablement propice au niveau du Cameroun. Parce qu'on peut aménager une législation. On peut l'aménager. On aménage un certain nombre de sphères sur le plan de la fiscalité. Il faut aménager les mœurs, c'est-à-dire la manière de fonctionner de ces administrations avec lesquelles les uns et les autres vont interagir. La corruption qui est le serpent de mer qui pullule chez nous fait en sorte qu'au fond, vous pouvez avoir monté une affaire qui est tout à fait généreuse au niveau de sa pensée, qui est tout à fait généreuse au niveau de l'offre d'emploi, de l'offre de services. En réalité, vous investissez sur du danger. Et parce qu'au fond, vous ne rentrez pas dans vos frais. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, en lieu et place de la fête du travail, on est en face de la fête de la redistribution du chômage et de la misère. Lorsque je parle de la fête de la redistribution du chômage, vous avez vu les 25 000 qui ont été recrutés dernièrement, vous connaissez les salaires, n'est-ce pas? Donc on a eu l'impression en fait... C'est combien les salaires? Vous regardez l'ensemble des grilles, et puis vous verrez. C'est pourquoi justement aujourd'hui, on est obligé de faire des listes pour inviter les gens qui sont insignifiants, les salaires qu'on propose à ces recrues. Bien sûr. Eu égard au coût de la vie. Eu égard au coût de la vie et eu égard, M. Bignam le disait juste à propos tout à l'heure, que aujourd'hui quand vous avez un salaire de 100 000 francs, en réalité, le nombre d'individus qui émargent dans votre salaire est tel que, au fond, votre salaire équivaut à quelque chose comme 10 000 francs, au fond de ce qui vous revient. Donc, pour ma part, il faut le dire. Vous disiez tout à l'heure que les uns et les autres sont davantage engagés dans la logique de la fête. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a on l'a vu au courant de la semaine et tout à l'heure au courant de la revue de presse, le personnel paramédical, c'est-à-dire les infirmières qui, eux, ont dit non, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner sur ce monde-là. En dehors de ça, il faut pouvoir justifier pourquoi le peu de travailleurs, entre guillemets, qui restent, est engagé dans une logique de fête. C'est en réalité qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent rien faire. Si vous regardez le code du travail du 12 août 1994, ce code du travail-là a enlevé à l'employé tout pouvoir de négociation. Vous savez qu'en réalité, il faut négocier avec l'employeur. Or, négocier avec l'employeur suppose qu'on a d'importants bassins d'emploi et qu'on a le choix entre faire une négociation avec l'employeur ou ne pas faire des négociations avec l'employeur. Dans une situation où on a une offre inexistante, parce que vous dites illimité, je constate que vous voulez être assez édulcorant dans votre propos, mais quand on a une offre qui est inexistante, le peu qu'on arrive à avoir devient tel qu'on est obligé de vivre même les pires formes de travail aux adultes dans ces conditions-là. Au-delà de cette question sur la qualité des salaires, Éric Paul Ebolo, il y a le problème de la sécurité sociale qui est un vrai problème lui aussi.
Oui, absolument. Mais vraiment allons par étapes. Parce que graduellement, si nous voulions chuter sur la sécurité sociale, il faudrait d'abord commencer sur les éléments basiques. Comme le disait le professeur Abbé tout à l'heure, les clauses pour un contrat de travail aujourd'hui au Cameroun ne sont pas très favorables pour le demandeur d'emploi. Mais quand même, ceci s'inscrit dans une logique de contexte économique qui a voulu que nous procédions d'abord à des réactions d'urgence, à l'idée de tout de même mobiliser tous ces demandeurs-là vers le marché du travail. Si vous prenez l'exemple des 25 000 recrues récemment lancées dans la fonction publique, regardez l'engouement. On a eu près de 300 000 candidatures pour ces 25 000. Ils étaient même au courant de ce qu'ils pourraient gagner, mais ils sont engagés non pas forcément en connaissance de cause, mais davantage en désespoir de cause. Alors ça fait que lorsque vous abordez cette approche, le jeune dans son esprit ou le chercheur d'emploi tout simplement voudrait ce qu'il appelle « je voudrais me caser ». Il veut une sociabilisation, il veut un matricule, il veut une insertion pour s'assurer de ce que suite à cela, il va se lancer dans ce que tous les Camerounais font aujourd'hui, à savoir la débrouillardise. Alors, lorsque vous passez sur ce cas-là, vous avez un véritable souci. C'est lequel? C'est de dire qu'un employeur et un employé sont ensemble régis par deux régimes. Le régime des droits et des devoirs. Lorsque je suis employé, j'ai des droits concernant l'entreprise et ils sont connus ces droits. Vous allez donc évoquer la question de la sécurité sociale. Mais il y a également donc des devoirs. Mais le problème se situe pas à ce niveau. Pour pouvoir faire une addition entre le ratio de ce qu'on pourrait développer en termes de que ce soit sur le plan du salaire minimum d'insertion, le SMIC, qui est de 27 000 francs au Cameroun, et que vous avez une absence de production sur toutes les denrées qui pourraient apporter la richesse, ça veut dire que l'État, qui est régulateur, devrait apporter son onction pour pouvoir faciliter et diluer les coûts de la vie sociale et rendre donc digeste la plupart des salaires qui sont analysés à l'effet de donner pour chaque emploi un salaire correspondant. Il y a donc d'autres réflexions qui sont menées dans le cadre des conventions collectives pour permettre à ce que chaque corps de métier puisse davantage réclamer une rémunération en fonction du métier qu'il fournit en tant que davantage de risques et d'inconvénients. Maintenant, la question sur la sécurité sociale relève, n'est-ce pas, de la préoccupation première de l'État. Mais l'État a montré ses défaillances et ça devient donc une chaîne pyramidale qui renvoie à une insatisfaction d'un certain nombre de pans de la vie nationale et qui est donc tributaire sur des questions de sécurité sociale et qui touche directement l'employé. Alors, M. Ebolo, Charles Atibaïné parlait des conventions collectives. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui au Cameroun, mais qui ne sont pas respectées. Non, écoutez, malheureusement, le temps fait défaut pour aborder ce type de problème. Parce que le problème du travail dans notre société, encore que c'est beaucoup, oui, charrie beaucoup d'autres problèmes que l'on peut poser. Vous savez, en psychologie sociale, c'est-à-dire le rapport de la société avec les gens, il y a beaucoup de choses dans le cas camerounais. On peut citer les emplois et chaque type a ses problèmes. Prenons un peu rapidement 4 types. Vous prenez la fonction publique. Dans la fonction publique camerounaise, c'est la magie. Vous ne savez pas comment on fait pour être nommé, pour être promu, etc. Moi, ça me dépasse, parce que je ne sais pas comment on fait. Je rappelle si vous prenez le secteur privé, mais les employés là-bas sont exposés à ce que Elon Musk appelle le harcèlement moral. Vous ne savez pas comment les gens sont harcelés, le chantage auquel les gens sont soumis. On est surpris que les gens, aujourd'hui, les maladies comme le stress, etc., c'est des maladies dues au harcèlement des gens. Vous prenez le secteur des petits métiers, allez un peu voir, permettez-moi de chuter par là. Allez-y, on a... des petits métiers, vous allez voir comment est-ce que les gens, à la fois, ils sont pourchassés, mais à la fois, ils payent les impôts à la mairie, à l'État. Il y a 5 types d'impôts qu'ils doivent payer. Vous prenez l'agriculture. On demande aux jeunes d'aller dans le secteur agricole, c'est bien. Il est démontré que ce n'est que ce secteur qui peut développer le pays. Mais pas de banque rurale, pas de terrain, pas de... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses pour dire. Donc, en gros, les problèmes de travail dans notre société se posent en termes de quantité. Le professeur Abbé a dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Et en termes de qualité, en management moderne, on dit un homme, une mission et des moyens. Les postes de travail ici, c'est tel que, je vous ai dit, je vous ai parlé d'une femme dentiste qui est directeur du travail. C'est-à-dire que personne n'est à sa place. Les gens sont présents là où ils doivent être absents et absents là où ils doivent être présents. Du fait
de la société des loges et des réseaux. Parce que la société des loges et des réseaux utilise l'emploi comme l'arme. Seuls ceux qui sont des adeptes ou qui veulent être des adeptes sont facilités et favorisés en termes d'emploi. Et on aboutit donc à un phénomène extraordinaire qui veut qu'il n'y ait pas de production, que l'intérêt général soit bafoué parce que les gens ont été recrutés par le tribalisme du fait de l'appartenance aux loges, etc. Et voilà pourquoi nous tournons en rond, parce que les vraies valeurs, les véritables valeurs qui ne vont pas accepter de jouer le jeu des loges, de jouer le jeu des patrons, etc., sont marginalisés systématiquement. On va sortir avec Junior Bidiam. La célébration de la journée du 1er mai, Junior Bidiam, était jadis l'occasion de grosses démonstrations de la part des syndicats. On a comme l'impression que cela s'est estompé avec le temps. C'est le fait de la division ou bien des querelles de leadership au sein de ces regroupements qui en principe devraient militer à défendre les travailleurs. Je pense que le premier problème des regroupements, c'est qu'ils n'incarnent pas assez l'action syndicale dans notre environnement, et donc du coup ceux qui sont censés être le terreau même de cette affaire, c'est-à-dire les travailleurs, ne s'identifient pas toujours dans l'action de ces regroupements-là qui pour certains démontrent plutôt une trop grosse proximité avec les employeurs et avec les services publics. Moi, je m'en voudrais de partir d'ici sans ne pas m'exprimer sur cette question. C'est-à-dire qu'on nous parle aujourd'hui de projets qui seraient des gisements d'emploi. Mais quelles sont les mesures qu'on a prises pour que, techniquement, nous, Camerounais, soyons aptes pour les emplois qui seront ouverts dans ces projets-là? J'ai l'impression qu'on n'en a plus aucune, parce qu'il y a 10-15 ans, on aurait ouvert des filières dans les lycées techniques au Cameroun qui qualifieraient des jeunes pour des emplois qui seront développés pour le faire d'un balam, pour tout ce qu'on fait. Nous sommes disqualifiés, et donc on va être limité, nous Camerounais, à des emplois subalternes. Donc même la petite valeur qu'on aurait pu avoir en termes de revenus salariaux sur place, eh bien, cet argent-là sera expatriés aussi, exactement comme les ressources, parce que les cadres qui viendront seront des cadres expatriés, payés sur des comptes ailleurs et qui paieront peut-être même pas d'impôts au Cameroun. Donc, je veux bien, c'est-à-dire qu'à la limite, peut-être, mettons en veilleuse ces projets encore quelques mois pour donner les outils à la jeunesse camerounaise qui demande un emploi, d'avoir des outils. Et donc on a bouclé les exceptionnellement, je demande une minute. Le professeur Tourabé, quelques secondes et après oui, je disais que je suis étonné de l'étonnement de M. Junior Bidiam. Ça veut dire que vous n'avez pas compris le fonctionnement du Cameroun. On est dans la navigation à vue. C'est-à-dire que c'est au hasard, au pif, ce qui survient, on essaye de faire. Parce que les projets, c'est pourquoi j'en parlais de système. Les projets structurants, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. C'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Et il n'y a aucune visibilité au niveau de la projection de ce pays vers quelque chose. Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire qu'il y a un problème, il y a une inadéquation entre formation et emploi? Non, ce n'est pas un problème d'inadéquation entre formation et emploi. C'est un problème de planification. C'est-à-dire, si vous savez que vous exploitez la bauxite dans 10 ans, c'est un problème de stratégie même de la formation et de stratégie des ressources humaines qu'on doit avoir qui sont qualifiées par rapport à des projections et à une planification qu'on a faite. C'est pour ça que je parle en fait qu'on est engagé dans une navigation à vue où les uns et les autres sont accouplés sur une seule et unique chose. C'est les petits avantages qui sont les leurs, garantir les postes dans lesquels ils se sont inscrits et soutenir M. Biya pour qu'il reste au pouvoir. C'est tout. Charles Dévaillé. Vous savez, dans les sciences de la prévision, et c'est Gaston Berger qui est le propulseur de ces sciences-là, on se pose deux questions. Et parce qu'on fabrique l'avenir. L'avenir n'est pas comme dans la Bible prédestinée. Dans le science on dit, nous voulons avoir tel avenir. Et on se pose la question, comment on va faire et avec qui on va faire? Est-ce qu'un Camerounais peut dire comment on fait pour recruter les gens à la SNH? Est-ce qu'un Camerounais sait comment on fait pour recruter à la Sonara? Est-ce qu'un Camerounais sait comment on fait pour être recruté dans cette... Parfois, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine qui sont recrutés. J'ai eu un débat, une discussion avec le recteur de l'université de Ngaoundéré, monsieur le professeur Ambam. Dans tout le Cameroun, il n'y avait pas 5 ingénieurs de mines. 5! Il y en avait au total 6. Sur les 6, 4
ont abandonné l'administration et sont allés travailler dans les secteurs privés où ils sont mieux payés. Ce n'est que maintenant, et c'est bien, félicitations pour le gouvernement, qu'on a créé une école pour les mines. Or, notre économie compte beaucoup sur ce secteur pour se développer, pour son essor. Comment on allait faire? C'est-à-dire qu'on parle du cobalt, on parle du bois et de tous les autres minéraux, mais c'est les Occidentaux ou les Américains ou les Asiatiques qui viennent, détectent, évaluent, etc. Qu'est-ce que le Cameroun allait gagner dans une telle situation? On vous a parfaitement compris. Il faut être proactif. On vous a compris, on prend la transition et on revient avec le dernier sujet tout de suite. La présidentielle française de François Hollande et Nicolas Sarkozy sont au second tour qui se joue le 6 mai prochain, avec un certain avantage pour le premier cité. L'actualité la plus récente, François Binogo, c'est cette révélation faite par des Libyens qui disent avoir financé en partie la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007. C'est une révélation qui risque d'aller en défaveur de Nicolas Sarkozy, le président sortant, qui déjà était en mauvaise posture du point de vue des sondages et du point de vue des chiffres du premier tour. Bien sûr, je pense que le printemps arabe se réinvite de manière très fracassante à cette seconde partie de l'élection présidentielle française. Et je pense que certaines erreurs stratégiques de Nicolas Sarkozy, il les paie en ce moment, c'est-à-dire qu'il est privilégié à un moment la casquette du PDG à celui de président de la République, parce qu'effectivement dans son rôle de PDG des industries françaises, des firmes françaises qui ont l'ambition de conquérir des parts de marché à l'étranger, c'était normal de se raliboucher avec la Libye ou de cautionner l'intervention de l'OTAN pour après reconstruire cette Libye-là, de négocier pour les infirmières bulgares, etc. Donc aujourd'hui, et ce n'est pas simplement aujourd'hui qui s'en mord les doigts, parce que juste après la chute du président tunisien, il s'en était également mordu les doigts en changeant rapidement l'orientation de sa diplomatie. Donc aujourd'hui, l'hyper-président, le super PDG est en train d'être rattrapé par certaines erreurs de perception et d'opportunité dans ses actions à l'international. Éric Paul, ça va embraser la campagne ou bien ça va faire, comme certains le disent, l'effet d'un pétard mouillé? Non, ça a déjà embrasé la campagne. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de convaincre l'électorat flottant ou hésitant qui n'a pas su lui apporter ses suffrages au premier tour, il serait d'abord appelé à se justifier par rapport à cette information. On parle de 50 millions d'euros qui auraient donc été versés en 2007 pour soutenir sa campagne. Bon, ça fait que c'est un coup dur en ce moment quand on sait du point de vue des sondages qu'il était en ballottage défavorable. Mais cependant, je crois que les Français savent revenir à l'essentiel, parce que comme le mentionnait tout à l'heure François, en caricaturant Sarkozy d'un super PDG, il a l'avantage avec les intérêts de la France. Lorsqu'il est allé en Libye ou lorsqu'il a fait recevoir Kadhafi en France, à l'Élysée, c'était pour négocier des contrats au profit des Français. Lorsqu'il va en Chine, c'était pour vendre, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat français. Donc moi je dis, il faudrait pouvoir revenir sur ce que attendent réellement les Français par rapport aux informations qui leur sont fournies. Cependant, le mal social en France aujourd'hui, qui est défavorable à Nicolas Sarkozy, participe en fait du discours politique qu'il a présenté aux Français. Et malheureusement, donc pour lui, les Français sont restés tellement attentifs par rapport à ces réalisations qu'ils n'ont pas vu se concrétiser dans des actes. Et c'est parti, malheureusement pour lui, par le fait d'une crise internationale dont il a beaucoup fait des effets d'annonces et de discours publicitaires que de réalisations concrètes. Junior Bidiam, la montée de l'extrême droite lors de cette présidentielle devrait inquiéter ou bien réconforter les immigrés africains. Elle doit inquiéter à juste titre, mais je pense aussi qu'elle doit pouvoir nous permettre de nous recentrer sur ce qui est à nous, c'est-à-dire que notre bonheur, il ne peut pas être ailleurs. Aujourd'hui, je pense que nous, on a suffisamment contribué au bonheur des Français, parce que dites-vous bien que les fonds de péréquation qu'on met parce qu'on a arrivé à une monnaie qui n'est pas la nôtre, c'est de l'argent qui finance l'entrepreneuriat en France, qui finance des emplois en France, qui finance la sécurité sociale vers laquelle nous courons en France. Et bien c'est une partie de notre argent qui fait ce travail. Peut-être que nos dirigeants gagneraient aujourd'hui à se recentrer sur les problématiques qui sont nôtres. Il n'est peut-être pas
un modèle du genre, mais j'ai lu une interview récente du président équato-guinéen qui appelait justement à ce recentrage-là. Peut-être que son accès de lucidité intervenait au lendemain des ennuis désormais que son fils y a, mais il est impératif pour nous de cesser de croire que la solution à nos problèmes, comme je le disais d'entrée de propos pour la diaspora, viendrait de là-bas. La solution à nos problèmes, elle est ici, et tant que ceux qui ont reçu le suffrage pour réfléchir pour nous aider à nous autosuffire, continuent à penser que la solution, elle est là-bas, on continuera à avoir ce type d'avatar. Maintenant, parlant de la révélation, ce n'est pas une révélation. Le fils Kadhafi, au cours d'une interview, avait déjà indiqué que la Libye avait payé de l'argent pour la campagne de Sarkozy. L'élément nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a un site internet, Mediapart, qui a publié un document des services de renseignement libyens qui venait corroborer ce qu'avait déjà dit le fils Kadhafi. Donc ce financement-là n'est pas une bonne nouvelle. À l'époque, sous l'effet des bombes, peut-être on n'a pas entendu le fils Kadhafi qui parlait, mais ce n'est pas nouveau. Professeur Claude Abbé, en attendant l'issue du vote du 6 mai, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des leçons que l'Afrique pourrait tirer du déroulement de cette présidentielle? Ce n'est pas une élection pour l'Afrique. C'est ainsi la première chose qu'il faut dire. C'est une élection pour élire celui qui va gérer la France pour les 5 prochaines années. Et que ce soit sur le plan des pratiques démocratiques. Permettez-moi, que ce soit M. Hollande comme M. Sarkozy, si vous regardez la diplomatie française en Afrique, il y a une constante entre la gauche et la droite. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que quelqu'un viendra se mettre là contre les intérêts de... donc l'un ou l'autre, ça sera blanc, bonnet, bonnet, blanc. Vous remarquerez que, je vais vous prendre un ou deux exemples très rapidement, vous remarquerez que M. Hollande ne s'est pas du tout prononcé contre l'intervention de la France en Libye ou contre l'intervention de la France en Côte d'Ivoire et qui ne dit non consent. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas croire un seul moment que les Africains ne pensent pas que leur avenir est en train de se décider dans cette élection présidentielle. C'est l'avenir de la France qui se décide là-dedans. Charles Atébaïné, plusieurs personnes attendent de voir à partir du Cameroun aussi le face-à-face Hollande-Sarkozy. L'intérêt que cela suscite dans les milieux camerounais et africains, c'est un intérêt qui appartient à la dynamique de souhait pour que ça se passe ici aussi. C'est ce que vous voulez parler d'un intérêt. Écoutez, il faut d'abord dire quelque chose du point de vue de la sémiotique comparative. Vous verrez que Sarkozy va rentrer dans l'histoire comme l'équivalent de George Bush fils. C'est-à-dire que quelqu'un qui a amené des problèmes immenses à la France. C'est sous Sarkozy que la France a perdu le triple A, c'est-à-dire la capacité d'endettement. C'est également sous Sarkozy que 2 illustres africains ont été tués. Laurent Gbagbo, qui est emprisonné, dont sa mort est entre guillemets, et Kadhafi, vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que 40 économistes, grands économistes du monde, se sont réunis en France il y a quelques semaines, et on dit que sur la base des programmes politiques, c'est le programme de Hollande qui est à même de relever la France. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, en réalité, Sarkozy apparaît aux yeux des Français. Ça, c'est l'édition, avant-dernière édition de Marianne, qui dit que Sarkozy coûte cher à la France. On se plaint ici que le président Biya coûte cher. Le président Biya ne coûte pas cher. Sarkozy vaut 2 fois et demi Obama. En termes de dépenses, en tout cas, les Français seront tirés au moins la bonne leçon pour comparer. On peut ne pas aimer la France, on s'en parle en quelques secondes de François Bimbogo, mais on est bien obligé de remarquer que c'est une consultation électorale qui est organisée dans un environnement relativement transparent. Oui, c'est pourquoi je voudrais dire que l'élection française a des enjeux africains. Du point de vue de la France, l'Afrique, au moins. Donc c'est assez important. Et du point de vue également de la tâche, puisque le produit du Cameroun d'aujourd'hui est tributaire de la colonisation.
le produit du Cameroun aujourd'hui est tributaire de la colonisation. Voilà. Donc cette France-Afrique qui a survécu et qui est moribonde de son ambassadeur, au centre de cette élection. Elle est importante parce que pas au centre de cette élection. Je vais donner des faits, uniquement des faits. Hervé de Rincourt, ministre français de la coopération, juillet 2011, déclare que les temps ont changé. Le temps politique aujourd'hui n'est plus le même dans le monde et qu'il y a des dirigeants, que ce soit le maire, le conseiller municipal, le député, etc., ou le président de la République, doit se dire qu'il ne peut plus faire carrière toute sa vie à la tête ou de sa mairie ou de son État, etc. Il y a eu le mandat d'arrêt, le parquet qui a autorisé le mandat d'arrêt contre le fils de Théodore ou bien Nguema. Il y a eu également Bourgi, qui était le monsieur officiel de la France-Afrique de M. Sarkozy, qui a refusé d'agréer à l'invitation de Karim Ouad au plus fort de la contestation au Sénégal, d'envoyer la réalisation de fait de Boussigne. Tout le monde souhaite dire un mot supplémentaire, souffrez qu'on organise d'autres plateaux par rapport à ça, notamment après l'issue du vote le 6 mai prochain. Le reportage de la semaine, elles sont partout, elles s'importent et se vendent à tout le bras depuis plusieurs décennies. Elles, ce sont les voitures d'occasion. Elles ont pignon sur rue. J'y arrive. Et Dubois, Benoît Dubois-Onana est allé voir les voitures d'occasion à Yaoundé. C'est le reportage là. Une voiture de luxe. Le rêve presque impossible du Camerounais moyen. Dieu merci, depuis des années, les structures d'importation des véhicules d'occasion, les voitures de seconde main, foisonnent. Japonaises, allemandes, américaines, sans oublier les bonnes vieilles françaises. Comme le fromage français, il y en a de tous les goûts, de toutes les bourses. C'est une manne du ciel, c'est très important, c'est une grâce que les Africains devraient exploiter, puisque le niveau de vie d'un Africain moyen ne lui permet pas d'acheter une voiture neuve à 14 millions. Pourtant, quand nous recevons les voitures à partir de 800 000, 1 million 2, 1 million 5, moi je crois que c'est gratuit, il revient à l'Africain de savoir l'entretenir. Le business roule sur du goudron dans nos grandes villes. Ici à Yaoundé, il crée des emplois. Je fonctionne ici à la place d'un gardien et puis nettoyage. De temps en temps avec le client, tant que le garçon n'est pas là, je m'engage avant de la faire venir donc rasseoir le client. Pourtant, les bâtons dans les roues, c'est pas ce qui manque le plus dans le secteur. Barrières douanières, tracasseries policières et fisc donnent le tournis aux importateurs. Certes, l'activité a augmenté le parc automobile du Cameroun, mais les acquéreurs ne sont pas toujours à l'abri des désagréments. Il y a beaucoup d'états de voitures qui viennent étant pourries. Ça veut dire que beaucoup de voitures qui viennent des tôles fatiguées. Parce qu'il y a beaucoup de moteurs qui viennent du port, que dès que nous prenons des véhicules, nous arrivons en chemin, les bouchons sont en train de noyer. Il y a souvent des moteurs qui viennent aussi fatigués. Ça sointe lui. La solution, renvoyer le véhicule à l'usine, même si ce n'est pas pour une remise à neuf. Lorsque ça vient étant pourri là, on est obligé d'acheter des tôles. Bon, fondre et remettre et former la tôle pour remplacer. Dès qu'on remplace, il faut mastiquer et poncer comme ça et envoyer à la peinture. À l'heure actuelle au Cameroun, s'offrir une voiture de première main reste un luxe. Ce qui ouvre un boulevard aux voitures d'occasion. Sans transition, on est dans l'image de la semaine, et l'image de la semaine, c'est ce trophée que j'ai à mes côtés. Eh bien, c'est un trophée que nous avons gagné, nous, c'est Canal 2 International. Nous avons pris part à la première édition du tournoi de football AES Sonel Fit. Ça se jouait depuis le 19 avril dernier. L'apothéose, c'était hier, avec au stade du lycée, au stade du lycée bilingue de Yaoundé. Merci. Donc l'équipe de Canada que vous voyez en image a gagné haut la main avec un score de 2 buts à 1. Celui que vous voyez en image, c'est le réalisateur de l'émission.
Dominique Bina et vous avez le directeur administratif de Canal 2 et vous allez bientôt voir comment nous avons officiellement reçu ce trophée des mains des responsables de la société AOSONEL qui est notre partenaire. Est-ce que le terrain était réglementaire? Oui, rassurez-vous. En espérant envoyer à Mohamed là-bas. Parce que la fédération pourrait vous construire un gazon. Il y avait six équipes en compétition. C'est bon pour encourager le partenariat entre les entreprises et citoyennes, Junior William. Oui, pour avoir été moi-même à l'origine d'initiatives pareilles il y a quelques 2 semaines, exactement, à travers Comfoot, que vous connaissez d'ailleurs, une équipe de football qui rassemble journalistes et communicateurs. Nous avons un tournoi annuel, nous avons convié des entreprises et même une équipe de la base aérienne pour effectivement que ces passerelles professionnelles soient jetées et que peut-être le travail du journaliste et du communicateur soit plus facilité auprès des banquiers et autres qui regardent toujours avec suspicion les journalistes et communicateurs quand ils arrivent. On va faire une ovation pour l'équipe de Canal 2 pour la victoire. On n'a pas reconnu beaucoup de joueurs. Ouais, ça je souscris. On n'a pas reconnu beaucoup de joueurs. Rassurez-vous, j'avais mal à la cheville, j'ai pas joué, mais il y a les autres, les Constant Kamga, les Thierry Canto et tous les autres. Ils me font des grands signes. Ils me font des grands signes. L'émission est terminée. La pensée de la semaine avec la complicité de Dominique Bina, c'est une pensée de Winston Churchill, l'ancien Premier ministre anglais. Il a dit et écrit: il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire. Il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire. Winston Churchill, ancien Premier ministre anglais. Voilà. C'est très bien. Je sais que vous aimez les livres Charles Ateba Yédé et que vous êtes dans votre... Bienvenue au Castel Live Comedy. Nous allons découvrir les nouvelles stars du rire. Nous sommes ensemble pour 10 semaines de folie, 10 semaines placées sous le signe du rire. C'est ça le Castel Live Comedy, mesdames et messieurs. Au départ de l'aventure, ils étaient 200 à se présenter. Nous en avons retenu 36. Sur les 36, un seul vainqueur. Qui sont là pour juger? Suzanne Kalanobé, Chop Chop, Ample de Sama. Sur les 36, un seul vainqueur. Qui va être élu révélation comique de l'année? Qui va remporter les 2 millions de francs CFA? Castel Live Comedy, 5 mai au 7 juillet, tous les samedis à 21h sur Canal 2. Tous l'initiative par SMS sur le premier chat 100% camerounais. Envoie chat TCHAT au 81 98 et entre en contact avec des milliers de filles et garçons de ta région. Meet and hang out with people from your region now. Just text DATE DATE to 8198 pour faire des rencontres dans ton pays, dans ta région. Une seule chose à faire. Envoie chat TCHAT au 81 98 et discute avec eux. Chat and have fun with people who match you. Just text DATE to 8198 100 francs per SMS. Le seul chat camerounais accessible avec ton mobile en envoyant chat TCHAT au 81 98 100 francs par SMS. Direct from your mobile, connect with people and chat. Who knows, maybe you'll find love. Attention, c'est le seul chat qui te permet de rencontrer de véritables Camerounais et Camerounaises. Alors n'attends pas, envoie chat au 81 98 et croise les doigts pour rencontrer l'amour ou l'amitié dans ta région. Hey, remember, this is the only real chatting service for people from Cameroon. Girls and boys are waiting for you to join their friend list. What are you waiting for? Just text DATE to 8198. Who knows, maybe you'll find love. See you soon. Tout de suite, envoie chat TCHAT au 81 98 100 francs par SMS. Accessible aux abonnés MTN et Orange Cameroun. Amis de foot, vivez à fond votre passion pour le foot. Jouez et gagnez des recharges pour votre GSM. Des cadeaux d'une valeur de 1 million de francs CFA. Si vous aussi comme Fabrice, vous voulez gagner un téléviseur, un ordinateur, une imprimante, un micro-ondes, bref, des lots de votre choix à concurrence de 1 million de francs CFA, jouez tout de suite en envoyant foot au 81 90. Puis répondez à la question posée.
et Orange Cameroun. N'oubliez pas, foot au 81-90 pour gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Hôtel Franco 4 étoiles, situé en pleine capitale politique Yaoundé, dans une zone de haute sécurité entre la délégation générale à la sûreté nationale et les bureaux de l'Union européenne, en face du collège Matanfen. L'Hôtel Franco 4 étoiles nous offre un cadre agréable avec ses 66 chambres simples et doubles, 6 suites d'un confort unique, connexion internet à haut débit avec accès illimité et gratuit, ligne téléphonique nationale et internationale directe et un système de télévision par câble donnant droit à plusieurs chaînes de télévision locales et internationales. L'Hôtel Franco 4 étoiles, c'est aussi son bain-bar chaleureux et ses cocktails tropicaux, ses 3 salles de banquet pour séminaires, mariages, réunions, conférences avec service de traduction instantanée, vidéoprojecteur et service de secrétariat en option. L'Hôtel Franco 4 étoiles, c'est aussi son restaurant Le Nyanga, un cadre élégant et feutré avec une gastronomie européo-camerounaise. Sa piscine pour des moments de natation et de détente avec maître nageur, vestiaire privé. Ses boutiques Drugstore, service de taxi sécurisé, location des véhicules avec chauffeur. Hôtel Franco 4 étoiles à Yaoundé, on le découvre par besoin, on y revient par désir, on l'adopte par plaisir. Téléphone 22 20 13 07, fax 22 20 13 11.